Vincent Gilles. Voilà, bonjour, est-ce que, vous m'entendez Bonjour, bonjour. convenablement? Oui, Donc, parfaitement, moi, il y je a vous pas de entends problème. aussi, parfaitement. Vous êtes président du SLFP, Police. Merci, d'être avec nous ce matin. Donc, on voulait justement vous interviewer avec l'actualité au niveau de la police ces derniers temps. On entend beaucoup de manifestations, de mobilisations au niveau de la police. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, en fait, le monde policier est en ébullition, tout simplement parce que la ministre Verlinden, qui est notre ministre de tutelle, heu, s'est très mal engagée dans un cycle de négociations, a créé un énorme espoir pour l'étouffer au final, juste après le conclave. Précisément, ce que nous cherchons depuis maintenant des mois, c'est la restauration de l'attractivité du métier. Parce que ce que nous constatons, c'est que nous sommes de moins en moins nombreux. Et de ce fait, le service policier à la population est en danger et certainement dans le cadre des années futures. Ça veut dire que, dans vos revendications, donc il y a toute une série de revendications, hein, et vous en parlez déjà, mais notamment une revalorisation salariale. Pourquoi une revalorisation salariale? Il n'y a jamais eu de revalorisation salariale au niveau de la police? Non, effectivement, les auditeurs, auditrices et auditeurs doivent savoir que depuis la réforme des polices depuis 2000 et 2001, la mise en place des zones de police, les barèmes sont restés ceux qu'ils sont. Tandis que dans la fonction publique et d'autres secteurs de la fonction publique, ils ont évolué. Et de ce fait, il faut l'admettre, nous avons perdu notre attractivité auprès de jeunes personnes, ce qui fait que, et deux chiffres illustrent parfaitement le problème, ce qui fait que il y a encore 5 ans d'ici, 14 000 personnes se présentaient en début de cycle de sélection, donc bien avant de rentrer en académie. Au jour d'aujourd'hui, elles ne sont plus que 8 000. On a donc perdu un énorme paquet de candidats, ce qui signifie que à la fin du cyclotron de sélection, ce ne sont plus 1600, 1700 personnes qui sont déclarées aptes à être incorporées en académie, mais à peine 1200. Problème. Alors justement, donc vous parlez de l'attractivité, il y a peut-être 2 volets, hein, c'est la partie plus salariale et la partie communication. Au niveau salarial, en toute transparence, ça gagne combien un policier en début de carrière? Alors ça, c'est un élément effectivement de comparaison, c'est un indicateur, c'est 1620 euros net par mois. Et si vous observez les traitements d'entrée de carrière, par exemple à la STIB, puisqu'on parle de Bruxelles, eh bien on n'est pas loin des 1850. Et vous voyez tout de suite où est le problème. Et donc ça fait partie aussi du coup de vos demandes dans l'attractivité, c'est d'augmenter les salaires, donc pour tous les policiers, mais notamment en début de carrière, c'est ça, hein? Exactement, notamment en début de carrière et pour les cadres les plus, comment dirais-je, sur le terrain, au service des citoyens. Nous parlons du grade d'inspecteur, des agents de police bien sûr, des inspecteurs et des inspecteurs principaux. Ce sont ces grades-là qui doivent être corrigés parce qu'en fait, on apprécierait mieux de parler de correction barémique plutôt que de revalorisation barémique. Vous allez me dire, c'est de la dialectique, mais c'est important. Et justement au niveau donc, de l'attractivité du métier, c'est un débat qu'on a beaucoup à Bruxelles ou en tout cas qu'on entend peut-être plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de distance entre les policiers et les citoyens ou au contraire, est-ce qu'il faut en fait améliorer l'image de la police? Certaines associations, effectivement, travaillent énormément sur cette prétention, à savoir que il y a un fossé qui s'est creusé au fil des années entre citoyens et policiers. C'est faux. Ce n'est pas la réalité du tout dans 99% du territoire belge, parce que souvent ces associations ne parlent que de certains quartiers dans certaines villes où effectivement, il y a là une distanciation qui s'opère entre les habitants qui, par exemple, viennent d'une diaspora X ou Y, mais c'est le fait de personnes émanant de ces diasporas qui ont un but malsain, un but criminel, disons-le clairement. Et nous, il n'est pas question que nous laissions les autres citoyens de cette diaspora, qui sont des personnes tout à fait bien, tout à fait honnêtes, tomber sous la coupe de ces gangs, appelons ça par leur nom. Et du coup une autre, de vos revendications, c'est notamment l'aménagement en fin de carrière, hein, donc là on parlait du début de la carrière, de l'attractivité. Maintenant on passe un peu à la fin de la carrière. Quel réaménagement vous demandez exactement? Eh bien, en fait, depuis la mise en place du gouvernement Michel, par le fait d'une décision de cour constitutionnelle, il avait fallu mettre en œuvre une mesure qui effectivement avait un caractère transitoire, qui s'appelait NAPAP, c'est-à-dire une non-activité préalable à la pension.
Et le conclave, ici, alors que ce n'était même pas à l'ordre du jour, a décidé d'y mettre fin en janvier 2023, brutalement. Mais il y a encore plein de personnes qui devraient normalement pouvoir en bénéficier. Donc, ce que nous réclamons, c'est au moins que les droits acquis, donc que ces personnes qui pouvaient en bénéficier, continuent à pouvoir en bénéficier. Et puis alors qu'on discute d'un dispositif remplaçant cette NAPAP pour les jeunes futurs collègues, ça ne nous pose pas de problème. Mais les droits acquis, c'est fondamental et c'est fondamental pour tout le monde. Tout le monde l'admettra. Aujourd'hui, en fin de carrière, un policier pensionné à quel âge? Ah ben, ça dépend en fait, sa qualification, son grade. Mais en gros, c'est entre, normalement, il pourrait, si la NAPAP, continue à vivre, prétendre à une prépension à 58 ans et vraiment partir à la pension à 62 ans et demi. Mais ici, nous sommes renvoyés purement et simplement aux mêmes règles que tous les citoyens, malgré la pénibilité et la dangerosité de notre métier. Je rappelle que nous avons des morts chaque année dans le cadre de nos activités, qu'on a un taux de suicide qui est pratiquement le double de la norme nationale, malheureusement. Tout ça, c'est significatif. Donc, euh, ce que nous souhaitons, c'est effectivement, oui, nous sommes renvoyés, pardon, aux règles générales, c'est-à-dire 65, 66 ans en fonction du nombre d'années de service admissible. Dans vos autres demandes, et puis on en viendra aussi aux actions et aux actions qui sont prévues, mais d'abord dans vos autres demandes, vous parlez aussi ces dernières années d'une diminution des moyens pour la police fédérale. Donc il y a eu la réforme des polices il y a maintenant 20 ans quasiment, avec la suppression de la gendarmerie, avec la police fédérale et la police locale, du coup, qui sont les deux polices principales, donc qui sont apparues. Mais vous dites il y a une diminution conséquente pour les moyens de la police fédérale. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a considéré que la police, un petit peu à l'instar de défense, donc de l'armée, est un élément de régulation budgétaire. Et en 2008, il y a eu un krach boursier qui a coûté très cher, hein, rappelez-vous, avec des banques au seuil de la faillite ou faillite. Il a fallu donc ben, concevoir ou consentir beaucoup d'argent à cet égard. Où est-on allé rechercher cet argent? Ben, tout simplement à la police et à l'armée. Et donc, on met en danger un élément fondamental pour la police intégrée, c'est l'équilibre entre police fédérale et police et corps de police locale. Si la police fédérale ne retrouve pas les moyens qu'on lui a pris au fil des années et qu'on lui prend encore à l'issue de ce conclave, eh bien, la police fédérale, à un moment donné, perdra totalement utilité et il y aura un déséquilibre dans la police intégrée, ce qui était l'essentiel de la volonté du législateur en 98. Quelles sont les actions qui, ont déjà été menées? Enfin, on l'a constaté sur Bruxelles, notamment avec, l'autre jour, la rue de la Loi qui a été bloquée, par les policiers. Est-ce qu'il y a encore d'autres actions qui vont être menées dans, les prochains jours à travers le pays? Vous devez savoir, et les auditrices, auditeurs doivent le savoir, nous avons un calendrier de 2 mois. Donc, si le monde politique ne comprend pas l'urgence de venir négocier avec nous et pas simplement nous dire la porte est ouverte et nous sommes prêts à négocier, non, c'est venir avec des solutions concrètes à la table. Nous sommes prêts donc à continuer nos actions. Alors, quel type d'action? Ben, présentement, je suis stationné tout simplement parce que Jésus sait que, et le 411 était complètement englué. Je crois que c'est le résultat de contrôles routiers, tout simplement par des collègues de la police de la route. Mais il y aura d'autres choses comme dans les corps de police locale, de véritables grèves, donc des collègues qui vont vraiment se déclarer en grève. Pour rassurer les personnes qui nous écoutent, il faut savoir que notre statut syndical est quand même, et le droit de grève chez nous est quand même limité, dans le sens où il y a une possibilité pour l'employeur de requérir. Et ça veut dire quoi justement que, quand la police fait une manifestation, qui gère, les policiers en manifestation? Leurs collègues? Leurs collègues, effectivement. Et là, rappelons-nous quand même que nous avons tous le devoir de loyauté, d'objectivité et de neutralité, ce qui signifie que si nos collègues nous encadrant dans le cadre de la gestion de cet espace public que nous occupons à un moment donné, comme n'importe quel citoyen, s'ils constatent que nous débordons, ils ont le devoir d'intervenir, effectivement. Et nous en sommes bien conscients. On ne veut pas les mettre mal non plus. Maintenant, nous avons quand même le sentiment aussi d'être des citoyens à 100%, et donc nous manifestons comme des citoyens à 100%. Vous avez encore des rendez-vous avec le monde politique qui sont prévus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Madame Verlinden est aux États-Unis pour le moment. Si je ne m'abuse, un membre de son équipe a été déclaré positif Covid, donc il est à craindre que, enfin,
si les choses se déroulaient pas positivement ou trop positivement, pardon, elle pourrait devoir rester aux États-Unis plus longtemps que prévu. Ça n'est pas vraiment facilitateur. Monsieur De Croo est au courant. Donc, ma foi, si ce schéma négatif devait se dérouler, je crois qu'il devrait prendre ses responsabilités, venir à nous, oui. On arrive tout doucement à la fin des 10 minutes et on a bien entendu du coup toutes vos revendications et ce que vous attendez aussi dans les prochaines semaines. Mais on est une émission, on essaie de se centrer aussi principalement sur Bruxelles et donc je ne peux pas vous laisser partir avant cette question de savoir quelle est votre position sur la fusion des zones de police à Bruxelles. On en parle beaucoup. On a l'impression que tous les X années, ce sujet revient à la mode, entre guillemets. Vous, quelle est votre position sur cette réforme des polices, notamment à Bruxelles, des différentes zones? La réforme des polices, enfin une nouvelle réforme des polices, c'est un monstre du Loch Ness qui monte régulièrement la tête hors de l'eau. Ce que nous devons constater en tant qu'organisation syndicale, c'est que malheureusement souvent le politique euh, décide d'une fusion, par exemple, de zones de police mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'on fusionne les services, mais on laisse les membres dirigeants en surnombre. C'est pas l'objectif d'une fusion. Donc notre vision à nous, c'est que si fusion il doit y avoir, elle doit être pleine et entière, c'est-à-dire un seul chef, une seule direction et pas une surmultiplication pour conserver aux uns et aux autres leurs chaises anciennes d'emploi en surnombre, de commissaires divisionnaires, de niveaux. Pour nous, ça ne serait pas acceptable. Et puis, il est clair aussi que les fusions, si on les envisageait, doivent s'envisager dans le cadre statutaire qui est le nôtre. Si tel est le cas, il n'y a pas de raison qu'on s'oppose à des fusions. Merci en tout cas, pour tout, pour cet avis et puis surtout, d'avoir été avec nous, ce matin. Vincent G, je rappelle que vous êtes président du SLFP Police. Merci d'avoir été, avec nous ce C'était un matin. plaisir. Ouais, un Hem, plaisir, vraiment, merci. Quant à nous, on se retrouvera mardi prochain à 8h05 avec une nouvelle invitée, ce sera Sabrina Baraka. On parlera du bien-être animal, un tout autre sujet, mais tout aussi, important. Passez déjà un bon week-end. À mardi.